Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, on va reparler de l'industrie et de la 5G. On a évoqué ensemble dans cette émission les freins qui empêchaient cette modernisation industrielle française, notamment l'attentisme, la méconnaissance aussi des enjeux ou encore les difficultés d'accès aux fréquences. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe en termes d'actions concrètes, pratiques, avec mon premier invité qui est Philippe Herbert. Il a piloté le rapport Mission Industrie 5G. Il est aujourd'hui encore le président de cette mission. Donc on parlera des avancées concrètes pour l'industrie française dans la 5G. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié au débrief de l'actu tech. On va parler évidemment de la démission annoncée hier soir de Sheryl Sandberg, une dirigeante historique du groupe Meta Facebook. On parlera aussi d'une voiture télécommandable. Vous verrez, c'est très différent de la voiture autonome. On parlera également de l'amende Twitter aux États-Unis ou encore de la directive qui va davantage protéger les consommateurs français en matière de e-commerce et qui est entrée en vigueur le 28 mai. Et puis, on démarrera avec une étude encore sur cette question de la souveraineté numérique et des grandes entreprises. Et enfin, Smart Tech se refermera sur son rendez-vous à l'amorçage qui sera dédié à la découverte d'un annuaire, Diversity Days 2022. Il réunira plus de 240 talents de la diversité et du numérique. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de cette mission 5G avec des premiers retours d'expérience. Alors nous voilà plus d'un an après le lancement commercial de la 5G en France, avec toujours des questions sur la façon dont l'industrie s'empare de cette technologie pour se moderniser. On sait que ça fait partie des priorités aujourd'hui de modernisation de l'écosystème français. Ça passe par l'industrie également. On a évoqué les freins dans cette émission et là c'est le moment d'évoquer les actions concrètes, les avancées, les mises en œuvre en fait d'un plan d'action qui a été édicté dans le rapport Mission 5G Industrie que vous avez piloté. Bonjour Philippe Herbert. Bonjour. Vous êtes le président donc, de la Mission 5G Industrie. Vous suivez de près ces avancées. Parlez-nous là d'éléments très concrets. Où est-ce qu'on en est? On a dit qu'on n'était pas en retard il y a quelques mois, mais qu'il ne fallait pas quand même trop traîner non plus. Voilà, tout à fait. Alors, on commence par le début. Il y a eu ce rapport qui en fait reflétait un état des lieux et également avait 18 plans d'action, parce qu'on a voulu être très, très concret, très pratique, pragmatique, et puis beaucoup d'engagements de sociétés qui ont été interviewées, qui étaient partie prenante, plus ou moins informées, plus ou moins activistes, et également l'État. Et on a une étape à 6 mois, parce que dans l'industrie, c'est un temps long, mais à 3 mois, on peut déjà commencer à voir se dessiner quelques tendances et confirmer qu'effectivement... Donc on est à 3 mois de la publication du rapport. Voilà, de la publication du rapport, mais à 3 mois des premiers débuts d'action. C'est-à-dire, par exemple, la publication d'un appel à manifestation d'intérêt pour les campus Fab Lab 5G. Et c'est le 6 juin, la date limite. Donc, c'est au bon moment, mais on a pas mal de candidatures. Ça correspond aussi à ce qu'on attendait, des filières industrielles donc ou des bassins industriels. Donc, ce campus, pour rentrer vraiment plus précisément dans le sujet, ce campus, il était attendu pour permettre d'expérimenter en fait les nouveaux usages ou comment la 5G pourrait servir la modernisation de l'industrie. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vu... Parce que c'était pas suffisamment explicite tout ce qu'on pouvait faire avec la 5G jusqu'ici. Si vous voulez, entre la notion de showroom, c'est-à-dire voilà tout ce que la technologie peut faire et ce que ça fait pour l'usine, pour la production d'un industriel, il y a une grande marche et une marge de manœuvre. Et les industriels ils sont pas friands d'innovation. Ils le regardent, ils le suivent, mais avant de l'intégrer dans un process, il faut que ça leur serve à quelque chose. Ils voient également les tenants et aboutissants financiers, le retour sur investissement. Et ça, on peut le faire qu'en étant très concret sur des éléments de leur ligne de production. Et cela manque. Aujourd'hui, en France, on a... beaucoup d'initiatives qui sont plutôt des Fab Labs ou des 5G Labs. Mais, que les opérateurs ont mis en place justement pour convaincre cette clientèle. Voilà, des showrooms. Mais ce sont, venez voir tout ce que ça pourrait faire. Et puis les performances que cela donne. Maintenant, la différence, on le sait très bien, entre une performance théorique
et une performance dans le cycle de production, il y a quand même une grande marge. Et on s'est inspiré de ce qui se fait aussi en Allemagne, par exemple avec les Fraunhofer Institute, qui ont réussi à avoir des endroits, des lieux où on a les industriels, les experts, les intégrateurs, et puis bien sûr les fournisseurs de solutions et d'infrastructures. Et quand on a tout cela qui fonctionne ensemble, on voit qu'il y a un foisonnement d'idées et on va bien plus loin que les showrooms. C'est-à-dire que est-ce que ça permet aussi de mieux connaître l'écosystème autour de la 5G en France? voilà. Parce que j'ai l'impression que ça, c'était aussi un sujet. C'était un sujet important. C'est-à-dire, je dis souvent, à peu près toutes les pièces du puzzle étaient là. Simplement, le puzzle n'était pas en ordre. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est faire parler un peu tout le monde ensemble, ce qui a conduit donc justement à ces plans d'action et à ces engagements qui sont aussi bien des engagements d'ailleurs intéressants d'industriels que de fournisseurs. Donc ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne. Et on le voit au sein des comités stratégiques de filière. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a eu, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais un livre blanc. Il y a aussi des guides de bonnes pratiques. Il y a aussi des catalogues sur l'offre, parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai en face de moi ? Est-ce que je dois reconstruire l'offre ou est-ce qu'il y a déjà des solutions toutes packagées ?» Donc, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a également, et on vient d'en parler, du franco-allemand, des appels à projets franco-allemands qui ont été démarrés il y a 3 mois. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'acteurs aujourd'hui en France pour être autonome sur cette question de la 5G industrielle. Alors, ce que l'on voit, c'est que... Je vous dis ça parce qu'en plus, le ministère qui vous chapeaute aujourd'hui a été renommé. Enfin, en tout cas, maintenant, il a comme attribution la souveraineté numérique. Donc, j'imagine que ça fait partie d'une ligne puis que vous devrez suivre. Et j'ai entendu dans vos sujets qu'il y a des choses qui résonnent par rapport à ce que l'on a fait. C'est-à-dire que quand on prend le sujet 5G, derrière, il y a l'industrie 4.0, mais il y a aussi toutes les technologies. Donc, il y a le cloud computing, l'edge computing, l'intelligence artificielle, les réseaux, bien sûr. Et donc, ce puzzle, on en a quasiment toutes les pièces, mais est-ce que profondément, on est souverain, ou en tout cas, on a suffisamment fait attention à ce qui va se passer dans les profondeurs de l'infrastructure. Pourquoi les profondeurs ? Parce que la 5G, ce sont des gros tuyaux, des petits tuyaux, des moyens tuyaux. J'ai tendance à dire c'est le système nerveux. Et donc, il passe beaucoup d'informations très sensibles. Et d'ailleurs, les industriels l'ont mis tout de suite en avant en disant attention, je vais faire passer mes secrets industriels de process à l'intérieur. Et donc là, on raisonne tout de suite sur la partie souveraineté. Et donc, ce sujet est important. Après, je laisserai aux politiques la façon de voir. Mais d'un point de vue des solutions, des éléments du puzzle, il est clair qu'il fallait favoriser aussi l'européen. Le franco-allemand est un sujet fort. On va aller plus loin dans la nécessité pour les industriels d'avoir une autonomie, de pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne. On a évoqué cette difficulté d'accès aux fréquences 5G lors du dernier débat. Alors, sur cet aspect-là, on a eu un dialogue assez constructif avec l'ARCEP qui... On s'est bien rendu compte que justement, quand on va en Allemagne, le sujet des fréquences n'est pas un sujet. Donc, on voulait l'aplanir et il y avait un souci de transparence, de facilité d'accès, de flexibilité. Et l'ARCEP y a travaillé en changeant. De coût aussi. Oui, pour moi, dans la facilité, il y a le coût. Hein. Mais je suis absolument d'accord. Et l'ARCEP, par exemple, a changé la granularité. Auparavant, il n'y avait pas de possibilité de faire des allocations pour moins de 100 km carrés. On est tombé à 1 km, peut-être on va encore descendre, mais laissons l'ARCEP continuer sa démarche. En tout cas, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a eu aussi l'ouverture pour expérimentation d'un certain nombre de fréquences complémentaires. Et tout ça est en train de faire naître des nouveaux projets, ou en tout cas de dire à l'industrie française, c'est le moment d'y aller. Et c'était ça le sujet. On va vers un élargissement de l'accès aux fréquences, des fréquences disponibles pour les industriels. Alors là, je sors mon joker. La mission n'a pas vocation de travailler... l'ARCEP est indépendante là-dessus, mais clairement, on veut se mettre à part égale avec d'autres acteurs, d'autres pays industriels européens. Il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas mentionné, que
la maturité envisagée pour la 5G industrielle, parce que vous avez parlé du début de la 5G, c'est la 5G un peu grand public. Maintenant, la 5G industrielle, la maturité, c'est plutôt 2024. Oui. Mais dans le temps industriel, 2024, il faut démarrer maintenant. Alors, parmi les recommandations de la mission 5G Industrie, il y a aussi une offre de formation. Parce qu'on s'est aperçu finalement il y avait un besoin d'expliquer à quoi sert la 5G. Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'information, et on l'a bien vu aujourd'hui dans le monde industriel, il y a beaucoup d'attentistes qui disent bon, c'est pas pour moi, donc ceux-là il faut les informer, leur dire si, parce que. Mais la formation, c'est-à-dire qu'au-delà d'expliquer, il faut maîtriser des nouveaux outils. Alors il y a le point des compétences, c'est-à-dire que dans le monde industriel aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent bien sûr sur les systèmes d'information, l'informatique, les logiciels et autres. Et là, avec la 5G, on touche une nouvelle technologie, la technologie des réseaux. Et c'est très peu présent dans l'entreprise, donc il faut un ajout de compétences et il faut que les gens des réseaux puissent aussi comprendre le monde industriel. Donc cette partie-là était importante et une des recommandations qui s'est déclinée. Concrètement, ça va se faire comment? Alors, des formations qui vont être développées en interne? Alors voilà, il y a plusieurs niveaux. Il y a le moyen long terme. On a travaillé avec, par exemple, l'Institut des mines et d'autres grandes écoles pour qu'il y ait un cursus qui incorpore la 5G et d'autres technologies autour de la 5G. Ça, c'est le moyen long terme. Mais on a également, et il y a des sociétés qui sont engagées à faire des parcours internes de type apprentissage. Par exemple, Five-Lille a démarré un cursus là-dessus avec leurs partenaires pour que, même en interne, il y ait cette évolution des connaissances et des compétences qui est très très importante. Quand on ajoute un nouveau paramètre d'innovation, il faut toujours l'accompagner des compétences. Bon, voilà pour un point à 3 mois. Donc, vous nous dites que ça avance bien, on en refera. Ça avance. En octobre, je vous dirai. 6 mois. En octobre, je pourrais vous dire sur les 50 engagements, ce qui a été tenu, ce qui n'a pas été tenu, les 18 plans d'action où on est à peu près, si on est plutôt bien, plutôt moyen ou en dessous, et peut-être qu'on aura de nouveaux plans d'action. En tout cas, l'idée, c'est réellement de continuer à dynamiser l'écosystème. En tout cas, ce n'est pas juste un rapport et puis on le met dans un tiroir. Merci. Donc, vous êtes aux manettes, vous le suivez. Merci beaucoup Philippe Herbert, président de la mission 5G Industrie. C'est l'heure du débrief hebdo de l'actu dans Smartech. On commente l'actu aujourd'hui avec Mikim Chikli, directrice générale de Weborama. Bonjour. Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Bonjour, chers amis. Et également avec nous en visio aujourd'hui, David Bouni, qui est professeur, directeur du département sciences économiques et sociales de Télécom Paris. Bonjour, David Bouni. Vous avez piloté l'étude Les grandes entreprises face aux défis de la souveraineté numérique, sujet ô combien suivi dans Smartech. Alors, c'est la deuxième édition de cette étude. Vous avez mené des grands entretiens avec des grandes entreprises pour savoir finalement comment elles envisageaient cette question de la souveraineté, quelles étaient leurs attentes. Mais alors, je vais vous poser une première question peut-être qui va vous sembler un peu provocatrice, mais est-ce que ce n'est pas un premier biais dans votre étude finalement de demander aux entreprises qu'elles attendent de la souveraineté, puisqu'elles vont sans doute vous dire quelles sont leurs pratiques actuelles et pas forcément se projeter sur quelque chose de très différent? Oui, alors ça, c'est tout l'enjeu de l'étude, justement, c'est de combiner à la fois la recherche académique, c'est-à-dire qui prend de la distance en dehors des partenaires, et également nos partenaires, et voir comment nos partenaires s'approprient ces questions de souveraineté numérique qui sont très souvent abordées à des niveaux très supérieurs au niveau des gouvernements ou intergouvernemental. Donc non, c'est pas un biais. Il faut à la fois les deux jambes, c'est-à-dire le recul de l'académique et le confronter au réel et aux préoccupations des entreprises. Alors, si je devais retenir une grande idée de cette étude, c'est l'autarcie est une quête illusoire, l'autonomie totale pareil, l'indépendance absolue n'est pas le combat à mener. En fait, la clé, c'est une hybridation entre ouverture et contrôle. Expliquez-nous finalement quelle est cette doctrine qui se dessine et est-ce qu'elle est en phase avec la doctrine actuelle de la France ? Oui, elle est tout à fait en phase. Donc, je vous écoutais précédemment où
disiez en fait qu'il faut un contrôle de la chaîne de la valeur de A à Z sur ces technologies numériques, et en fait c'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible parce que dans le numérique, justement, quand on part du matériel, des microprocesseurs jusqu'aux couches logicielles, c'est tout un écosystème d'entreprises qui sont très internationalisées avec le Singapour, Taïwan, l'Europe, la Chine et les États-Unis, bien entendu. Et donc ces entreprises-là, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, les partenaires, essaient de comprendre quelle est la dépendance à certaines technologies et à certains pays pour essayer de transformer cette dépendance qui est souvent subie sur certaines technologies, par exemple les technologies du cloud, en dépendance choisie ou en interdépendance, c'est-à-dire qu'il faut prendre acte qu'on ne peut pas maîtriser toute la chaîne de la valeur, mais qu'il va falloir contrôler, il va falloir un diagnostic assez précis pour mesurer la dépendance et la transformer en interdépendance, c'est-à-dire avoir le choix et contrôler ce choix des technologies avec lesquelles, et des acteurs avec lesquels je souhaite travailler. Alors, je ferai réagir nos deux commentateurs en plateau après, finalement, sur ce sujet, parce que je sais que vous êtes pressés, donc je dois vous garder en ligne pour vous poser mes questions d'abord. Alors, vous dites qu'il y a quand même des technologies très critiques sur lesquelles on doit assurer notre souveraineté, là, dès maintenant. Et en l'occurrence, il s'agit de cybersécurité et de cloud. Comment on fait sur ces deux points ? Sur ces deux points, cloud, le constat qui était l'année dernière, était que sur le cloud, en fait, ce qu'on appelle les hyperscalers, donc ces grandes entreprises américaines qui fournissent le cloud, ont pris beaucoup d'avance, notamment pas tant sur les infrastructures, mais sur les couches logicielles, et que sur les couches logicielles, nos entreprises partenaires disent qu'il est difficile en fait de se passer de ces grandes entreprises américaines. Mais donc il y a des technologies sur lesquelles en fait on subit une dépendance, et il y en a d'autres pour lesquelles donc le rapport de force est négatif, mais il y en a d'autres comme le quantique où justement ces technologies critiques sont des technologies de rupture vis-à-vis de l'avenir où les choses ne sont pas jouées. Donc il y a des grands géants du numérique qui ont verrouillé tout un ensemble de technologies, du cloud jusqu'au l'IA, l'intelligence artificielle sur les données plutôt personnelles, mais même sur les données, par exemple sur l'intelligence artificielle plutôt avec des données industrielles des entreprises. Le jeu n'est pas encore, la bataille n'est pas encore perdue. Donc il existe en fait des technologies critiques en cybersécurité, notamment on travaille beaucoup avec Thales, sur l'IA de confiance, l'IA explicable avec de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, sur lesquels en fait ces grands géants du numérique se positionnent mais n'ont pas encore gagné la bataille. Et le grand enjeu, bien évidemment, que vous évoquiez juste avant, c'est la 5G, la 6G et maintenant le quantique, sur lequel la France et l'Europe, notamment, parce qu'il faut agrandir un petit peu voilà, prendre un petit peu de recul et agrandir les territoires. L'Europe, en fait, est plutôt en avance sur certaines technologies avec des startups qui sont vraiment très, très efficaces, comme je pense à Alice et Bob, avec qui on vient juste d'interagir, comptent parmi les meilleurs spécialistes mondiaux, en fait, sur ces technologies. Ça va beaucoup plaire à Alain, hein, miser sur le coup d'après. Mais bon, je vous ferai commenter après, tous les deux. Sur la question du soutien de la puissance publique, vous évoquez plusieurs choses que l'on devrait faire, d'ailleurs qui sont quand même déjà enclenchées. Vous ne parlez pas de la question de l'achat de technologies souveraines du côté de l'État ? On en parle, mais on n'est pas convaincu. Enfin, c'est un levier, mais il existe beaucoup de leviers. Donc, c'est un levier qui est très important par exemple, donc aujourd'hui, l'idée n'est pas nécessairement de créer des startups, ou en tout cas, c'est plus l'accent. C'est-à-dire, il faut continuer à créer des startups, mais il faut arriver à une maturité et à solidifier un petit peu tout l'écosystème. D'où le changement un petit peu de stratégie du gouvernement, c'est-à-dire, c'est pas seulement amorcer, mais maintenant, il faut solidifier et passer à l'échelle. La commande publique est bien entendu fondamentale, mais c'est pas le seul levier. Une des théories qui est un petit peu la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que pour l'instant, la demande en technologie d'entreprises françaises ou européennes était peut-être en deçà, notamment sur le cloud par exemple, des entreprises américaines, donc un niveau de maturité qui était un petit peu moindre. Une autre théorie qui a été portée par le gouvernement précédent et qui fait assez écho à ce qu'on trouve
retrouve aussi dans la littérature académique, c'est que plus la demande en technologie va être importante, plus ça va demander faire appel à de nouvelles compétences, entreprises, besoins sur le marché, et plus en fait cet écosystème-là va grandir. Donc il y a un levier qui est la commande publique, mais il y a aussi la commande privée, c'est-à-dire rendre mature et développer cet écosystème pour avoir plus de services cloud, plus de demandes de services sur la 5G, le quantique, etc., etc. Donc c'est deux pieds en fait. C'est à la fois la commande publique et une préoccupation du pouvoir politique qui est très présente en France et en Europe, notamment avec Thierry Breton en fin de journée, mais également le secteur privé où il faut se mobiliser. Et donc l'observatoire, c'est vraiment l'écosystème justement où on réfléchit avec des industriels à ce soutien en fait des technologies numériques, des technologies critiques de la souveraineté numérique. Ouais, dernier petit point, et après je vous libère. Vous dites, en gros, si on ne gagne pas cette bataille, c'est zéro profit, zéro droit de parole, zéro talent? On pousse le trait un petit peu, mais c'est effectivement les trois enjeux. Zéro profit, le défi important, c'est la compétitivité pour toutes les entreprises. Pour être compétitif, il faut comprendre, il faut établir un diagnostic justement de ces rapports de force. Donc la fuite de la valeur, effectivement, c'est le cœur des préoccupations des entreprises. Comment rester compétitive? La crise du récit, on le voit avec les entreprises américaines, elles ne sont pas seulement compétitives, mais ça s'accompagne en fait d'un récit, d'une culture de la technologie qui est souvent un petit peu déficiente en France et en Europe. On a souvent tendance à ne pas accompagner le récit ou l'histoire des technologies et se concentrer uniquement sur sa valeur. Et le déficit des compétences, et évidemment, c'est le cœur du réacteur. C'est comment maintenir en France et en Europe nos talents. Et donc, je suis professeur dans une école d'ingénieurs. Donc, comment les maintenir en France et en Europe sur ces technologies pour servir justement la compétitivité des entreprises sur le territoire français et européen. Donc effectivement, c'est fuite de la valeur, être attentif à la fuite de la valeur, la crise du récit, donc donner de la parole aux entreprises françaises et européennes et contrôler en fait les compétences pour nourrir en fait le territoire et les entreprises françaises et européennes. Merci beaucoup David Bouni d'avoir commenté cette étude, votre étude. Vous êtes professeur, directeur du département sciences économiques et sociales chez Télécom Paris. Alors on va passer aux commentaires, donc je vous libère, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Mikim, de l'indépendance subie qui deviendrait une indépendance choisie? D'abord, je souligne la qualité de l'étude. C'est assez formidable d'avoir ce rapport, vraiment très riche, avec des citations, avec un positionnement très clair. Les explications de David Bouni aussi. Tout à fait. Ouais. Les trois points de conclusion qui me semblent fondamentaux, le premier, c'est celui qui est le point de base, c'est la formation. Et vraiment, je vois le système, j'ai beaucoup vécu à l'étranger dans différents pays, je vois le système de formation de la France, il y a encore beaucoup de progrès à faire, pour des enfants dans les écoles d'ingénieurs, etc. Il y a un peu ce sujet d'abrutissement versus épanouissement dans d'autres écosystèmes. Ce sujet de formation, il est fondamental parce que aussi quand on vit à l'étranger, on voit que c'est une communauté qui se crée. Communauté veut dire dans le futur collaboration. On est ensemble, on se connaît, on ouvre. Et il faut que cette collaboration soit ouverte également à toutes les classes sociales. Donc c'est cet enjeu, finalement, de ne pas donner le pouvoir simplement à une élite qui va voir que son propre profit, mais déjà, à la base, d'être mélangé avec des individus qui viennent de différentes sources ou différentes familles. Le point d'après, on parlera de diversité d'ailleurs à la fin de l'émission. Voilà, diversité, ça me paraît fondamental. Le point d'après, c'est bien sûr donc la collaboration. Donc là, il faut vraiment l'ancrer dans nos valeurs et on ne l'a pas suffisamment, je trouve, en France. Et ça, c'est un point qui est développé, effectivement, travailler autour des écosystèmes, créer des écosystèmes. C'est fondamental. Nous, on est une petite société française avec un rayonnement dans l'Europe et à l'international. Et on voit que la difficulté de créer son écosystème est forte, même avec des entreprises françaises. Donc ça, ce sujet-là, il devrait y avoir quelque part, au moins dans les consultations, une sorte d'obligation ou de geste spontané de se dire, alors, c'est qui les acteurs en puissance ? Souvent, ils le font, ils disent, oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils parlent français.
Ouais, il faut aller au-delà. Voilà. Et enfin, je trouve que tout l'aspect où il pose les piliers du partage de la valeur et de trouver un certain équilibre est fondamental, parce que vous pouvez utiliser une technologie qui finalement n'est pas forcément souveraine, mais apporter la touche, le savoir-faire qui lui est souverain, qui fait que vous créez un produit unique. Et ça fait la différence sur le marché pour le go-to-market. Alain, je disais que ça allait vous plaire, cette idée de... bon, il y a des batailles sur lesquelles c'est compliqué, mais il y en a d'autres quand même où on est bien positionné, et ça, c'est l'avenir. C'est ce que j'ai adoré dans cette étude. C'est on va chercher le quantique, on va chercher l'IA expliqué, on va chercher un certain nombre de choses pour lesquelles les jeux ne sont pas faits, et il faut s'y mettre. Après, il y a quand même un peu de vœu pieux dans cette histoire. Hein. On va choisir notre dépendance, on ne va pas la subir. Bon, tout ça reste in fine un rapport de force, même dans le choix d'un écosystème. On peut dire qu'on a envie de faire les meilleurs écosystèmes de la Terre. Quand on est nouvel entrant, on y va tout petit. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui sort de l'eau qui veut winner takes all. Ça, pour l'instant, c'est pas encore passé de mode, cette histoire. Et donc il nous manque, on a plein de belles startups, il nous manque l'étape intermédiaire qui fait qu'un grand groupe va choisir une start-up plutôt qu'un truc déjà établi. Donc c'est la zone grise, c'est comment on fait pour croître comment on fait pour faire une licorne suffisamment établie. Et puis in fine, une boîte, elle veut quoi? Elle veut gagner de l'argent. Donc le partage de la valeur, c'est bien. C'est effectivement des choses qu'il faut envisager, mais il ne faut jamais oublier l'intérêt de chaque entreprise. C'est la limite un peu de l'exercice. Un académique, il va évidemment dire on se met tous autour de la table, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Ça marche aussi en Chine, hein. Mais c'est bien les seuls endroits où ça marche. C'est-à-dire qu'après, même les meilleurs amis du monde qui se sont fréquentés sur les bonnes universités, il y a des couteaux qui sont tirés assez régulièrement. C'est pour ça que là, c'est tous plein d'histoires. Un pas moins grand que de dire on va viser une souveraineté totale, on va essayer d'avoir une indépendance choisie, mais le fait de le faire avec ces grandes entreprises qui sont décisionnaires, qui ont les carnets de commandes, c'est un premier pas. Et tout à fait. Il faudrait que ces grandes entreprises acceptent de prendre des risques sur des technologies en devenir. Certaines le font quand même. Allez, on continue, on enchaîne. D'autres actualités, je voulais quand même vous montrer cette voiture télécommandable. Alors, on va vous diffuser les images, j'imagine, mais c'est un fournisseur de services de mobilité verte estonien qui s'appelle Elmo, qui a fait une démonstration dans Paris hier. Et cette voiture, elle est complètement... Alors là, bon, il y a quelqu'un derrière le volant, mais l'idée, c'est qu'elle est pilotée entièrement à distance. Donc, on peut se faire livrer sa voiture chez soi sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Ça, c'est un service qui est intéressant pour tout ce qui est l'autopartage. Aujourd'hui, on doit aller sur les bornes, on doit se rendre à des endroits précis pour aller chercher une voiture qu'on va partager. Demain, on peut imaginer, visiblement en Estonie, ça progresse pas mal, on peut imaginer qu'on a besoin d'une voiture partagée, on appelle l'application et elle arrive directement en bas de chez nous. Ah, c'est un super coup de pub. La preuve, on en parle tous. Et c'est effectivement le jockey en pantoufles. Le jockey, c'est celui qui va déplacer les véhicules en libre partage quand ils sont laissés en déshérence, plus de batterie, etc. Et effectivement, on n'a plus besoin d'aller à la borne. Donc effectivement, et puis ça fait rêver une voiture qui est pilotée à distance dans la vraie vie. D'habitude, mais en même temps, ça fait un peu vintage, je trouve, ce côté télécommande avec... Et voilà, mais ça résonne. Ça résonne, c'est très très bien. Après, ils ont raison de faire ce qu'ils font pour des réseaux publicitaires, de promotion et de se faire connaître d'abord. Voilà, le coup d'après, on le sait tous, hein, c'est la voiture autonome. Qui marche en pilote. Voilà. Donc, qu'il soit à bord ou qu'il soit à distance. Ouais. C'est juste un peu bizarre. Bon, et puis là, ça veut dire qu'il faut avoir quand même un super réseau 4G parce que c'est piloté en utilisant la 4G. C'est l'autre problème. De pilotage à quelques centaines de kilomètres de distance. Non, mais pourquoi pas? Non, le problème n'est pas là. Le problème, effectivement, s'il y a une borne qui tombe, la voiture est folle. Ouais. Enfin, ou alors, il faut qu'elle freine, mais si elle est, je sais pas, en termes de régulation, il y a un vrai sujet. Hein, vous coupez n'importe quoi, une saturation de réseau, n'importe quoi. On n'est pas en 5G. Avant qu'on autorise ça à Paris, c'est pas fait. Ouais, hein. En 5G, il y aura effectivement la possibilité de verticaliser des bouts de réseau. Donc en 5G, ça peut éventuellement s'envisager, mais en 4G, c'est de la folie furieuse, au sens... c'est d'une dangerosité extrême. Bon, le temps file, donc Mikim, je vais vous faire réagir à l'actu d'après. Oui, c'est plaisir. L'amende Twitter, donc un accord a été trouvé aux États-Unis avec donc la justice. Twitter paiera 150 millions de dollars pour avoir réalisé du ciblage, pour avoir fourni
des données personnelles, en l'occurrence des adresses mail et des téléphones, des numéros de téléphone d'utilisateurs qui étaient demandés uniquement pour des raisons d'identification, pour de la connexion au service Twitter et qui a servi, alors on nous dit Twitter par inadvertance, à du ciblage publicitaire de 2013 à 2019 quand même. Tiens, c'est long pour... Par inadvertance. Voilà, une petite distraction. Oui, on est au cœur du sujet. Les sujets de RGPD, de protection des données personnelles, du consentement. Des gens qui utilisent un service. Ça veut dire que même aux États-Unis, ça ne passe plus ce type de pratique. Alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, ouais. je trouve, parce que eux, ils n'ont pas adopté RGPD, ils n'ont pas mis toutes les contraintes et les garde-fous. Ils sont un peu extrémistes. Hein. Il y a des États qui ont dit nous on interdit tout, on fait passer des lois, et puis il y a des États très très laxistes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Petit clin d'œil quand même sur ce qui se passe avec Elon Musk et Twitter, parce que il prétend qu'il y a des faux utilisateurs. Tiens, on sait tous qu'il y a des faux utilisateurs. Maintenant, on utilise des données personnelles sans consentement à des fins d'usage publicitaire. Mais lui, en fait, ce qu'il souhaite, c'est baisser le prix et la valorisation de l'entreprise pour essayer de l'accueillir, pour continuer à en faire son outil de propagande personnelle. Dans le microblogging, il est tout seul. C'est dangereux. Il n'y a aucune réglementation qui ne l'arrêtera, parce que c'est une boîte noire, donc même DMA, qui pose quand même les principes de base du business. Le règlement européen en cours de finalisation n'arrêtera pas ce danger-là. Et c'est vraiment son seul but, puisqu'il l'utilise à des fins de sondage sur que pensez-vous de la liberté d'expression, alors que finalement, c'est quand même l'arroseur arrosé. C'est incroyable. Mais c'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour les États-Unis, pour les citoyens, d'être protégés et que ces affaires sortent. Un mot, Alain ? Oui, 150 millions d'amendes pour 140 millions d'adresses pendant 6 ans. Ouais. À une adresse par mois, ça fait 1,5 centime l'adresse. Ils ont gagné beaucoup plus que ça. Donc, ce n'est pas un encouragement à les arrêter. Ah, vous pensez que c'est pas si vous faites le calcul, voilà. Mais j'ai pas réussi à obtenir un vrai chiffre de combien ça leur a rapporté. Oui, alors ils ne font pas non plus des revenus mirobolants dans l'univers, parce que ce n'est pas le réseau qui a développé le plus. Justement, ils étaient très low-key par rapport à tous les autres, et donc ils pensaient passer sur tous les radars. Et quel est le prix d'une adresse email personnalisée sur le marché ? Mais c'est ça. Et voilà. Donc moi, je suis très conservateur avec ce que je viens de vous annoncer. Donc ils ont sûrement gagné beaucoup plus que ça. Et sinon, je rejoins tout à fait ce que vous dites. La boîte noire fait que c'est... Enfin, ils ont une chance inouïe de trouver la faille, parce que ça aurait pu rester caché. C'est resté caché pendant 6 ans. Ça peut être resté caché beaucoup plus longtemps. Et plus vous avez des plateformes intégrées verticalement, vous savez ce contre quoi l'Europe se bat, plus c'est intégré verticalement, moins vous avez ce qui se passe au milieu, plus une boîte noire et moins le régulateur peut appliquer la loi. C'est peut-être Elon Musk lui-même, finalement. C'est pas Twitter le champion moins cher. sur les revenus liés aux pubs et au ciblage publicitaire. Facebook fait beaucoup mieux quand même dans le domaine. Oui. Et on a appris que Sheryl Sandberg, dirigeante historique de Facebook, avait démissionné hier soir. Ouais. Ça continue d'aller mal, j'ai envie de dire, sur Facebook. Alors, Meta, quand même, est un peu protégée par le tweet qu'a publié Sheryl Sandberg, dans lequel elle précise qu'elle continue à rester au conseil d'administration. Donc, elle ne les plante pas totalement. Après, c'est un cycle. Hein. Je ne pense pas... Je ne la connais pas beaucoup, mais je ne pense pas qu'elle quitte le navire. C'est quelqu'un de solide, c'est une sacrée nana. Je pense qu'il y a tout un... Vous avez lu son livre, vous aussi, c'est ça? Ouais. Tout un tas d'éléments. Et puis, sa vie est absolument incroyable. Il y a tout un tas d'éléments qui font que... C'est une battante. C'est une battante. Il est probable qu'il y ait une divergence en termes de vision stratégique, ce qui arrive. Et c'est comme ça qu'un dirigeant dit, c'est plus de mon temps, je m'en vais. Ce qui est sûr, c'est que Meta prend en ce moment des coups. Parce que sa monnaie ne marche pas, et là, il se retire. Le fameux Lyria. Le métavers, c'est très controversé. Beaucoup de papiers sur ça va pas marcher. Voilà. Et puis, la baisse
des recettes publicitaires qui ont fait chuter. Bon, on a, allez, je nous donne 1 minute pour traiter cette directive qui est entrée en vigueur le 28 mai, une directive omnibus pour lutter contre ces prix gonflés et ces faux avis qui pullulent sur Internet. Ça va imposer de nouvelles obligations aux sites de vente en ligne sur la manière dont ils construisent leurs promos. Il faudra vraiment avoir un prix de référence à 6 mois, je crois, c'est ça qui est imposé. Donc, Bon, peu importe. Ouais. oui, pardon. Un mois, je crois que c'était un mois. Ça va être 30 Oui, derniers 30 jours. jours, je crois. Oui. Un mois, c'est pas énorme alors. Alors justement, je voulais avoir votre avis sur cette directive omnibus. Est-ce que vous pensez qu'on va être davantage, mieux protégé contre ces faux avis, ces prix gonflés? Évidemment, évidemment. Il y a des, et là, pour le C'est coup, pas déjà des pratiques qui étaient déjà existantes, ça, la vérification des prix? Non. mais non, mais en plus, personne, d'accord. vous n'avez pas l'obligation de le dire. La donc vérification des faux avis? Non. Voilà. non, c'est un vrai beau sujet. Il reste encore quelques petits trous dans la raquette. Vous lancez un nouveau produit, vous faites un prix d'appel, il n'y a pas de référence. Ouais. Mais bon, peu importe. Là, je suis vraiment à la marge. Ou l'accumulation de promotions aussi, j'ai vu. Oui, S'il y a tout à fait. beaucoup de promotions, finalement, le prix de référence est plus Et puis, demandé. le prix personnalisé. Si vous êtes Alors, tout le c'est temps ça, en train de ça. chercher un billet Je d'avion et que vous voulais- l'achetez jamais, parfois le prix se met à monter. Non, mais il y a aussi un autre biais. Il y a cet algorithme-là, mais il y a aussi le fait que l'algorithme peut avoir accès à votre historique, d'où l'intérêt de supprimer les cookies tiers. Parce que si il détermine que vous avez un pouvoir d'achat plus important, le prix pourrait monter. Oui. Il y a quand même des choses un peu perverses. Les algorithmes derrière, Il est temps de les arrêter. En tout cas, de les freiner. Absolument. les réguler. Merci beaucoup à tous les deux. Miki Mchikli, directrice générale de Weborama, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Merci Delphine. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, on parle de diversité. Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle d'innovation et de numérique. Et puis, on parle aussi de diversité avec notre rendez-vous à l'amorçage. Et Mounira Hamdi, présidente, cofondatrice de Diversity Days. Bonjour Mounira. Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter un annuaire Diversity Days dont la version 2022 est en cours d'élaboration. C'est ça. Vous travaillez dessus. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Vous en avez apporté quelques exemplaires. Oui, alors j'ai ramené les 3 derniers exemplaires puisqu'on a débuté ce travail en 2019. L'objectif était simple, c'était vraiment de travailler sur les représentations parce qu'aujourd'hui la représentation compte et on avait cette volonté de pouvoir mettre en avant des talents qui travaillent dans la diversité et le numérique. Et c'est un annuaire au sens une liste de contacts. Exactement. Donc en fait, vous retrouvez, pour la plus ancienne, il y avait 60 talents. Donc c'était plusieurs secteurs confondus. Ça peut être sur les sujets de l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans l'alimentation et ainsi de suite. Et chaque année, on essaie de rajouter des nouvelles personnes, des nouveaux talents, des nouveaux experts qui seront utiles notamment aux médias puisqu'on compte énormément sur vous là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez décidé de nous rejoindre sur l'élaboration de ces annuaires-là. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a un premier annuaire finalisé, on l'envoie à différentes rédactions et ainsi les journalistes peuvent piocher dedans. Ils ont toute une liste de sujets. S'ils ont besoin d'un expert dans l'audiovisuel ou le bien-être au travail, ils peuvent justement donner la parole à quelqu'un de différent. Donc c'est vraiment pour diversifier aussi les personnes qui prennent la parole sur différents sujets de société. Donc apporter de la visibilité et puis ça peut faire grandir des talents à qui on donne un peu de lumière finalement. Exactement. En fait, on retrouve un peu de tout parce qu'il y a à la fois des experts, des consultants. On va retrouver aussi des entrepreneurs, qu'il s'agisse d'entrepreneurs type business traditionnel ou entrepreneurs sociaux. Donc il y a vraiment un peu de tout et quel que soit le sujet, on peut vraiment piocher dedans. Alors, donnez-nous des exemples de profils qu'on peut trouver dans l'annuaire. Alors oui, l'objectif, c'était justement de présenter un peu ces profils diversifiés. Donc, je pense notamment à Anna Tchouri, puisque Anna est à la fois autrice, elle est experte en intelligence artificielle, elle est mathématicienne, elle est conférencière, elle a également fait partie des programmes de Diversity Days et elle était spécialisée justement sur tout ce qui concernait les biais cognitifs associés à l'intelligence
l'intelligence artificielle. Elle est féministe, donc elle se battait justement pour montrer un petit peu tout ce qu'il fallait éviter par rapport à ces biais de l'intelligence artificielle, mais elle le fait toujours avec beaucoup d'humour et notamment, c'est toujours important de mettre en avant une femme aussi dans le secteur de la tech. Là, on la voit en action en conférence. Exactement. Ouais. On a également des entrepreneurs, justement, j'en parlais tout à l'heure. On retrouve notamment, par exemple, le profil d'Abderrahim Taoufik Allah. C'est un entrepreneur qu'on retrouve davantage aujourd'hui sur la région Hauts-de-France. Il a monté Feedme, qui est une plateforme qui permet de faciliter la livraison de courses et d'alimentation. Sa différenciation aujourd'hui par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'il a vraiment cette tangente sociale puisqu'il essaye de salarier un maximum justement de livreurs. Il essaye également de les intégrer professionnellement puisque aujourd'hui, ces livreurs, c'est aussi eux qui vont gérer la relation avec les restaurateurs. C'est eux qui peuvent signer les contrats. Donc, ils suivent 400 heures de formation et ces livreurs qui commencent livreurs peuvent ensuite évoluer progressivement au sein de la société. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, qui fait sa différence. Aujourd'hui, Feedme, ça représente... Il s'éloigne de l'ubérisation voilà, de son modèle d'exploitation. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le modèle de Véli-Vélo qu'on avait abordé dans les chroniques précédentes. Ouais. Mais c'est vraiment un point important, c'est d'intégrer finalement toutes ces personnes un peu qui sont dans des emploi un peu précaire. Il a pour ambition justement de salarier environ 150 personnes à horizon de 2023. Donc ça, c'est très important. Et il prévoit justement, puisqu'on est dans l'amorçage, il prévoit de lever 30 millions d'euros à partir de ce mois-ci. Il a déjà été contacté par plusieurs fonds. Si certains nous écoutent, c'est l'occasion ou jamais d'aller contacter justement Abderrahim de Feedme. Et dernier exemple, très rapidement. Je termine avec Abdelali parce qu'il fait en ce moment l'actualité. Abdelali El Badawi, en fait, c'est un entrepreneur social pour le coup. Alors, c'est un rôle modèle vraiment très spécifique. Alors, pour le coup, on parle du 93 avec lui, mais de manière positive pour détourner un peu l'actualité de ces derniers jours. Il n'avait pas le bac, il n'avait pas le brevet. Il est devenu infirmier au fur et à mesure justement du temps. Et globalement, aujourd'hui, il lève 1 milliard d'euros pour son association. Président fondateur de Banlieue Santé. Exactement. Merci Mounira Hamdi, merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez entendu Diversides, un nouvel annuaire qui va sortir le 6 juillet. Et Bismart est partenaire, on est très contents. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.